Les 7 anti-patterns que nous allons voir sont les ennemis silencieux du développeur Angular. Je les ai tous commis au moins une fois, donc dans cette vidéo on va voir le code avant et après pour que vous ne passiez plus pour un développeur incompétent. Il y a de ça 7 ans, j'étais en stage de fin d'études et je démarrais sur Angular en version 2. Et à l'époque, je ne trouvais pas de réelle documentation. J'étais allé sur Open Classroom pour me former, mais le cours sur Angular était encore sur AngularJS, une vieille version. Et donc à l'époque, j'avais pris des notes pendant que je me formais, et ces notes avaient donné naissance à un cours sur Angular pour développer une petite application de Pokémon et prendre en main le framework. Et donc récemment, je suis retombé sur des vieux commits de versions du cours que je n'avais jamais publié et dans laquelle il y avait les 7 anti-patterns que nous allons voir aujourd'hui. Donc bien sûr, à l'époque, je ne savais pas que c'était des anti-patterns, donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous devez éviter de les appliquer et puis surtout, le vrai problème qu'il y a derrière si vous codez comme ça. En effet, il n'y a rien de pire que d'appliquer des règles sans être capable de les expliquer, puisque si demain, vous voyez d'autres développeurs dans votre équipe qui appliquent ces anti-patterns, vous serez incapable de leur expliquer pourquoi il faut arrêter de faire ça, et donc ce sera frustrant pour tout le monde. Et le premier anti-pattern, qui est un des plus courants, c'est le subscribe dans un subscribe. En effet, cet anti-pattern est très courant, puisque bien souvent, on veut faire 2 appels asynchrones en séquentiel. Par exemple, d'abord récupérer l'article le plus populaire sur le serveur distant, et ensuite, à partir de cet article, aller chercher tous les commentaires associés. Dans ce cas, il faut d'abord qu'on récupère l'article pour pouvoir demander les commentaires de l'article en question. Et en Angular, on hérite d'une librairie qui est un peu lourde pour débuter, qui s'appelle RxJS et qui permet d'implémenter la programmation réactive. Et donc ce qu'on va devoir faire, c'est d'enchaîner 2 subscribes pour aller chercher les données les unes à la suite des autres, un peu comme on ferait avec promise.zen si on n'utilisait pas RxJS. Le problème, c'est qu'en appliquant un peu cette solution intuitive qui nous vient à l'esprit quand on démarre sur Angular, on va hériter de 3 problèmes. D'abord, on se retrouve à gérer 2 abonnements alors que fondamentalement, on veut juste une seule donnée qui sont les commentaires de l'article le plus populaire. Donc on va se retrouver à gérer 2 subscriptions alors qu'il nous en faudrait que une normalement. Deuxième problème, ça va être la gestion de l'asynchrone ici. Si vous appelez 2 fois cette méthode et que les appels ne prennent pas le même temps, vous pourriez vous retrouver avec l'appel numéro 2 qui arrive avant le premier appel que vous avez demandé côté client. Donc ça rejoint un peu la première problématique, on ne gère pas bien les désabonnements ici. Et enfin, un troisième problème qui moi me met la puce à l'oreille, ça va être le nesting, c'est-à-dire ce décalage du code vers la droite. C'est généralement un signe que le code n'est pas sous contrôle et que la complexité commence à échapper aux développeurs et on se met à faire des boucles, dans des ifs, etc. En effet, si vous voulez garder le contrôle sur votre code, essayez d'écrire sur la gauche de manière alignée, exactement comme on lit un livre. Quand vous lisez un livre, les paragraphes sont indentés et chaque phrase commence au même niveau. Tout ça pour dire qu'ici, le code est très compliqué à lire et que si on devait rajouter un 3e appel asynchrone, ça commencerait vraiment à partir en cacahuète. Heureusement, il existe une vraie solution, entre guillemets, à ce problème courant, ça va être d'utiliser l'opérateur switchmap qui va régler tous vos problèmes d'un seul coup. Premièrement, en utilisant switchmap, vous héritez plus que d'une seule subscription à gérer qui correspond bien à ce qu'on veut. On veut simplement les commentaires de l'article le plus populaire. Deuxièmement, le switchmap va automatiquement gérer le désabonnement du flux d'entrée, on pourrait l'appeler comme ça, par rapport au flux de sortie. Donc vous n'aurez plus de problème de désynchronisation de vos appels. Et enfin, troisièmement, on a réaligné un petit peu le code vers la gauche, donc c'est beaucoup plus lisible. Et si on devait ajouter un 3e appel asynchrone ici, ça serait très simple, il suffirait de rajouter une instruction switchmap juste en dessous, au même niveau d'indentation à gauche. Donc si vous voyez des subscribes dans vos projets Angular, passer sur switchmap. Deuxième anti-pattern Angular, ça va être de ne pas gérer les désabonnements. Et donc ça, c'est un gros pain point dans Angular, c'est que à chaque fois que vous faites un subscribe, idéalement, il faudrait gérer le cas du désabonnement, puisque sinon, vous allez hériter d'un problème qui est le fameux memory leaks, c'est-à-dire que l'application risque de devenir de plus en plus lente, puisque les abonnements ne font que s'ajouter sans jamais être annulés. Et donc, sur le simple code que vous voyez à l'écran, on a un problème, puisque ici, le désabonnement n'est pas géré. Donc sur un cas très simple et très scopé comme ici, ça n'est pas très grave, mais sur une grosse application, ça va très rapidement poser des problèmes. Donc la question, ça va être comment gérer les désabonnements. Dans Angular, c'est très pénible. Vous avez plusieurs solutions avec des unsubscribe, et donc il faut gérer ces désabonnements. Le problème, c'est que dans Angular, vous avez plusieurs manières de faire historiquement, mais aucune n'est très convaincante. On peut par exemple utiliser un subject et l'opérateur takeUntil, ou encore gérer manuellement un tableau de subscription, ou passer par l'objet subscription.
Le problème, c'est que ces 3 solutions sont très verbeuses, aucune n'est très uniforme généralement dans une codebase et on n'a pas de vraie solution. Donc la vraie solution que vous devez utiliser, eh bien c'est le pipe async qui va gérer automatiquement les désabonnements pour vous. Et l'astuce de pro que je vous recommande, c'est d'utiliser qu'un seul pipe async pour tout votre template, puisque derrière chaque pipe async en interne, vous avez une gestion de l'abonnement et du désabonnement. Donc autant le faire qu'une fois en exposant un objet qui pourrait s'appeler state par exemple, ou viewModel, et qui contiendrait tous les éléments que vous avez besoin pour l'affichage dans votre vue. Cependant, si vous avez une architecture qui ne vous permet pas comme ça de mettre en place un pipe async et d'écouter un viewModel, puisque par exemple vous avez des appels faits depuis le composant et vous venez écrire une propriété, cas très courant, eh bien sachez que depuis Angular 16, vous avez un vrai opérateur qui fait tout le boulot et qui s'appelle Take Until Destroyed. Donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques ici, mais je vous invite à faire des recherches de votre côté et à utiliser ce pipe plutôt que des solutions manuelles un peu verbeuses, répétitives que vous avez dans votre code. En tout cas, on a des vraies solutions pour gérer les désabonnements dans votre application Angular, le pipe async ou l'opérateur Take Until Destroyed, donc utilisez-les, vous n'avez plus d'excuses. Et on passe au 3e anti-pattern dans une application Angular qui est aussi courant, qui consiste à utiliser beaucoup trop de services dans vos composants et de les injecter dans un constructeur géant. Et c'est une des choses que je regarde en premier dans un projet Angular, c'est quelle quantité de services on injecte dans les composants web qu'on manipule. Et plus il y en a, moins c'est bon signe généralement. En effet, ça indique que votre composant a beaucoup trop de responsabilités et que vous allez avoir un fort coupling entre toutes les couches de votre application et également que la testabilité va être dégradée. Vous imaginez la quantité de services qu'il faut moquer pour pouvoir tester un composant comme vous avez affiché à l'écran. Et enfin, la maintenabilité va être très faible sur ce genre de composant puisqu'il y a un tel coupling que quand on va développer à l'intérieur, on va avoir un petit peu l'impression de marcher sur des œufs. Ce que je vous recommande ici d'utiliser, eh bien ça va être un façade pattern pour pouvoir séparer vos composants qui sont censés s'occuper de la couche de vue qui est très simple du reste de votre bordel généralisé que vous allez dans un premier temps cacher en arrière-boutique le temps de faire un effort de refactoring plus tard. En tout cas, vous allez injecter un seul service idéalement dans votre composant qui va s'appeler userList façade par exemple ou plus généralement mappage façade et vous allez pouvoir avoir un composant qui instantanément va gagner en testabilité et en maintenabilité et vous allez vraiment vous rapprocher d'un composant qui est une sorte de petite brique de Lego pour construire votre IHM qui est le genre de code dans lequel vous voulez travailler. En effet, on ne veut jamais opérer dans un code où quand on touche à un fichier, on risque d'en casser 10 autres. En tout cas, si vos composants sont couplés avec trop de services dans votre application, mettez en place une façade et mettez tous les services derrière, au niveau de cette façade. 4e anti-pattern pour un développeur Angular qui doit vous mettre la puce à l'oreille, ça va être l'utilisation excessive du mot-clé any. En effet, dans l'excellent livre 62 manières de travailler efficacement avec TypeScript, eh bien, il est vivement déconseillé, sans aucune surprise, d'utiliser le mot-clé any. En effet, quelque part, en faisant ça, eh bien, vous détruisez tout le système de typage statique de TypeScript, puisque vous utilisez un type qui dit en fait, ça peut être n'importe quoi. Donc, entre guillemets, vous utilisez TypeScript pour, en fait, rajouter un mot-clé pour dire que vous ne voulez pas vraiment l'utiliser. Bref, ça fait beaucoup de code pour finalement pas exprimer grand-chose. Donc, même s'il y a des cas très spécifiques où l'utilisation de any peut pas vraiment être contournée sans des efforts pharaoniques, dans la grande majorité des cas, vous avez juste trop de any dans votre codebase. En tout cas, ce que recommande l'auteur du livre, c'est de concentrer ses efforts dans un rapport 20-80 et de cibler en priorité toutes les méthodes qui vont retourner any. En effet, c'est vraiment la pire façon d'utiliser any, puisque dans votre code client, à chaque fois que vous allez consommer cette méthode qui retourne any, eh bien, il va venir déborder, quelque part couler dans votre code client. Donc, vous commencez à rentrer dans un cercle vicieux dont il va être très dur de sortir. Donc, si vous n'avez pas le temps d'adresser tous les any dans votre projet, c'est OK de garder un any un peu pourri en paramètre d'une fonction ou dans l'utilisation interne du code de la fonction ou de la méthode en question, mais concentrez par contre tous vos efforts sur la valeur qui est retournée par cette fonction ou cette méthode et essayez d'éviter au maximum le any. Ainsi, vous allez pouvoir bénéficier d'un des avantages majeurs de TypeScript qui va être de pouvoir détecter des erreurs à la compilation
plutôt que lorsque l'application s'exécute, ce qui est beaucoup plus rapide puisque vous avez un feedback dans votre environnement de développement plutôt que sur le code en production avec de vrais utilisateurs. Et avant de passer aux 3 derniers anti-patterns qui concernent exclusivement des problèmes de performance, eh bien je me présente rapidement puisqu'on est plus de 100 nouveaux développeurs par jour sur la chaîne. Donc je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs de métier à Atos sur les technologies JavaScript. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Atos est une des plus grandes entreprises d'informatique d'Europe avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, c'est de faire connaître le code senior, c'est-à-dire le code réellement utilisé en entreprise et que je présente dans mes workshops en présentiel. En effet, il y a une différence abyssale entre un tutoriel où on va faire /voiture, /1, /voiture, /2 et la complexité réelle que vous allez devoir affronter sur des projets complexes pour de vrais clients. Donc si vous souhaitez devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien vous retrouverez une nouvelle vidéo sur la chaîne chaque semaine. Et on passe au 5e anti-pattern courant dans une codebase Angular et il s'agit de ne pas avoir de stratégie de détection de changement performante. Quand j'ai démarré sur Angular, je ne savais même pas ce que c'était une stratégie de détection de changement. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que Angular en interne n'est pas un framework suroptimisé là-dessus et qu'il a une utilisation excessive d'une librairie qui s'appelle zone.js et qui permet de donner ce côté magique. Dès qu'on met à jour une propriété, eh bien le DOM du composant se met à jour tout seul. Le problème, c'est que cette magie a un coût de performance qui est très élevé. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que vous pouvez améliorer grandement la performance d'une application. On peut aller sur un ratio de 10x facilement, simplement en utilisant la stratégie de détection de changement on-push sur tous vos composants. En faisant ça, eh bien vous allez dire à Angular, arrête de repasser sur tout le DOM pour vérifier qu'il est à jour 10 fois par seconde, et à la place, ce qu'on va faire, c'est simplement lui dire ok, tu vas mettre à jour le DOM uniquement quand il y en a besoin. Par contre, ça demande de bien savoir ce que vous êtes en train de faire, puisque sinon, vous allez pouvoir sans faire exprès court-circuiter la stratégie de détection de changement et votre DOM ne se rafraîchira plus. 6e anti-pattern dans une codebase Angular, et c'est quelque chose qui m'a rendu fou pendant des années, et on va enfin pouvoir en sortir avec l'API des signals. C'est la fameuse méthode computed. En effet, par exemple, vous avez une propriété first name et last name dans un composant, et bien pour afficher le nom complet, vous n'allez pas vouloir le stocker dans une 3e variable, puisque vous avez une propriété qui représente simplement un état dérivé. Vous voulez simplement concaténer le prénom et le nom de la personne. Donc là, la solution un petit peu naïve, ça serait de créer une méthode pour venir faire la concaténation et l'afficher dans votre template. Le problème, c'est que comme on l'a vu, si vous utilisez une méthode dans le template, eh bien la stratégie de détection de changement d'Angular est tellement peu performante, entre guillemets, que cette computed pourra être recalculée jusqu'à 10 fois par seconde. Donc ça, c'est absolument gênant. Heureusement, avec la stratégie de détection de changement on-push qu'on a vu juste avant, eh bien vous allez venir mettre à jour le DOM qu'à des moments précis. Donc dans ce cas, vous pouvez utiliser un getter ou une méthode dans votre composant pour venir mettre en place la computed. C'est la solution la plus efficace, je trouve, pas forcément en termes de performance, mais en termes d'exécution au quotidien et de maintenabilité, de lisibilité pour les autres développeurs. C'est une solution qui est parfaitement exécutable dans la vraie vie. Il existe bien sûr d'autres possibilités, comme utiliser des pipes Angular ou venir écouter le lifecycle ng unchanges. Le problème, c'est que toutes ces solutions sont un peu lourdes. Vous imaginez si à chaque fois que vous voulez calculer une computed, vous créez un nouveau pipe, ça fait des fichiers en plus, etc. simplement pour venir mettre en place ce qui est d'habitude un simple getter. En tout cas, la vraie solution viendra avec l'API des signals d'Angular qui sera intégré à Angular puisqu'on pourra directement utiliser le mot-clé computed qui fait exactement ce qu'il dit. Et 7e anti-pattern, c'est la technique d'optimisation la plus puissante dans un projet Angular et qui est souvent pas ou mal appliquée. Il s'agit du lazy loading. En effet, quand l'utilisateur arrive sur votre application Angular, si vous n'avez rien fait de ce côté-là, eh bien l'ensemble de l'application et de toutes les pages vont être chargées en une fois au démarrage de l'application. L'idée à la place, ça va être de charger uniquement ce qui permet d'afficher la page sur laquelle arrive l'utilisateur, par exemple votre home page, et ensuite quand l'utilisateur va naviguer de page en page, eh bien vous allez venir lui envoyer des petits bouts de votre application Angular uniquement quand il en a besoin. Donc ça, quand j'avais découvert ça, j'étais un petit peu fâché puisque c'était caché dans la documentation officielle d'Angular et personne ne mettait ça en avant alors que c'est une des techniques les plus puissantes et on se demande pourquoi on voudrait s'en passer. En tout cas, avec l'API des standalone components, eh bien ça devient vraiment sympa puisqu'on peut venir charger
un composant qui représente une page, à la place de se trimballer des fichiers de modules à n'en plus finir, et de venir charger ce composant qui représente une page uniquement quand l'utilisateur navigue sur l'URL en question. Donc je vous ai mis deux exemples de code ici. Le premier, eh bien, vous avez la stratégie de chargement paresseux, le lazy loading qui est mis en place pour un composant standalone qui représente une route. Comme vous pouvez le voir, il s'agit uniquement d'utiliser load component et ce composant sera chargé uniquement quand l'utilisateur arrive sur la page /home. Deuxième extrait de code intéressant, c'est que vous pouvez charger des routes standalone via cette fois-ci la méthode load children. Et le fichier de route en question, eh bien, le voici. Comme vous pouvez le voir, on n'a plus du tout de ngModule et à la place, on hérite de quelque chose de beaucoup plus sympa qui est une constante de type route. Donc ça, c'est vraiment le code qu'on veut voir. Un code léger, efficace et qui va droit au but sans se balader avec des API dont on n'a pas vraiment besoin. Voilà, on a vu les 7 anti-patterns les plus courants dans une application Angular et comment les fixer. Et surtout, j'espère avoir pu vous expliquer pourquoi ce sont des problèmes d'utiliser ces anti-patterns pour que vous soyez capable de les réexpliquer aux autres et de se mettre d'accord collectivement pour ne plus les utiliser. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo a pu vous apporter de la valeur. Et si en ce moment vous cherchez à devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez passer sur la chaîne de temps en temps quand vous en avez besoin, pas besoin de vous abonner, pour venir faire une petite piqûre de rappel sur des principes de code senior. Deuxièmement, vous pouvez participer et interagir avec la chaîne en laissant un pouce bleu, en posant vos questions en commentaire. Ça va permettre de faire connaître la chaîne et de nous donner de la crédibilité pour pouvoir demain interviewer des pointures dans notre industrie et mettre cette interview sur la chaîne. Par exemple, un tech lead chez Google ou un architecte chez Netflix, eh bien si à un moment j'ai la chance de rencontrer ces gens-là, eh bien si je leur dis qu'on est 50 ou 100 000 sur la chaîne, ils vont se dire « Ah bah oui, pourquoi pas faire une interview, ça peut valoir le coup ». Et enfin, troisièmement, eh bien vous retrouverez un lien en description de la vidéo où je propose la newsletter du Code Senior pour recevoir plus de principes de code avancés directement dans votre boîte mail. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon Code Senior d'ici là, ciao.